évidemment, c'est son rôle d'agent secret de Sa Majesté en 62 qui a lancé sa carrière internationale. Il faut dire qu'ils étaient nombreux à espérer obtenir ce rôle. Oui, en fait, Ian Fleming, l'auteur de James Bond, ne voulait pas de lui. Il préférait David Niven. Et puis, il n'avait pas ce qu'il fallait en principe pour le rôle. C'est-à-dire, il ne savait pas s'habiller, il ne savait pas tenir une cigarette. Il venait d'un milieu populaire. Il n'avait pas le côté gentleman de l'espion créé par Ian Fleming. Mais ce qui va l'emporter, c'est son charme, sa masculinité et le fait, hélas ou heureusement, qu'il ne coûtait pas cher. Donc, on n'était pas trop certain que ça fonctionne, cette histoire de 007. C'était l'acteur le moins coûteux et il va s'imposer dans le rôle. Bien sûr, il tient le rôle pour la première fois dans Dr. No en 1962, mais il fera 7 James Bond jusqu'en 1983. Vous vous rendez compte, c'est une période de 21 ans. Ce sera pour lui à la fois une façon de se propulser dans le milieu du cinéma. Il avait déjà commencé à jouer, mais aussi un boulet, parce qu'on le ramènera toujours à ça. Et tout au long de sa carrière, on entendra sa voix grave, on verra son sourcil particulièrement expressif et son naturel qui était d'être effectivement un homme d'action qu'on a vu dans plusieurs films de Sidney Lumet. Il a joué 5 fois avec lui, on l'a vu chez Hitchcock, on l'a retrouvé dans des films où il était Robin des Bois, le roi Arthur, on l'a vu porter la bure parce qu'il était dans Au nom de la rose, Guillaume de Baskerville, un rôle où Jean-Jacques Hano a dû l'imposer car on ne voulait pas de lui. On avait de lui une image assez précise, souvent proche de ce qu'on s'était fait comme idée au moment de James Bond. Et là, déjà, le voir dans un monastère, ça paraissait pas sérieux. Et il a emporté le morceau. Il était très sélectif, il tournait pas n'importe quoi. Il faut dire qu'à la fin de sa vie, on lui offrait Matrix, Le Seigneur des Anneaux, plein d'autres films qu'il a refusés. Il avait fait ce qu'il avait à faire. Il avait tourné effectivement et connu du succès du début des années 60 au début des années 2000, c'est-à-dire une période de succès qui s'étale sur plus de 40 ans, ce qui est considérable au cinéma. Oui, 64 films, reçus de nombreux prix, des longs métrages qui ont remporté d'immenses succès. Et vous parlez de la fin, donc retraite du cinéma en 2003, après l'échec critique d'un film qui s'appelait La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Oui, il avait le choix de continuer ou pas. Il aimait bien golfer, il s'est installé, et c'est vraiment ce qui s'est produit, il s'était installé aux Bahamas. Il faut dire qu'il y avait chez lui une forme de contradiction. Il avait des tatouages qui disaient son amour pour l'Écosse. Il était considéré comme le meilleur, le plus important Écossais vivant par la population écossaise. Malgré tout, il avait fui l'Écosse bien des années avant qu'on lui accorde ce titre. Il s'est installé en Espagne, ensuite aux Bahamas, pour profiter de la vie et d'un certain abri fiscal, il faut bien le dire. Il est allé, face aux Écossais, jusqu'à faire même de la publicité pour un whisky japonais, ce qui aurait été de la haute trahison. Mais malgré tout, il était défenseur, mais vraiment un défenseur forcené de cette nation, de cette identité écossaise, et qu'il traduisait dans son approche du cinéma. On l'a vu dans Highlander, notamment, où il incarnait ça. Donc, il était cette présence forte de l'Écosse sur la scène internationale. Et d'ailleurs, il avait été anobli par la reine Élisabeth II, un moment qu'il avait retardé jusqu'en juillet 2020. Et pour l'occasion, il avait revêtu le traditionnel le kilt écossais du clan de sa mère, toujours affiché donc son combat pour l'autonomie de son Écosse natale. Absolument, mais vous voyez donc la progression, parce que c'est un homme de milieu modeste qui, à la fin de sa vie, sera Sir Sean Connery, quelqu'un qui a fait ses débuts au cinéma, d'abord parce qu'il avait un physique, il était culturiste, il avait été joueur de foot, et dans les années 50, il a eu à faire un choix. Il aurait pu faire une carrière dans le foot, mais on lui a dit, tu sais, le foot, ça dure pas très longtemps, alors que le cinéma, ça pourrait effectivement être quelque chose qui t'occupe toute ta vie, qui te fasse vivre toute ta vie. Et effectivement, c'est comme ça qu'il fera le choix du cinéma. Il jouera au théâtre, il y aura d'abord des petits rôles. C'est vraiment dans l'anonymat qu'il va commencer ses pas de façon fulgurante. Fin des années 50, les choses commencent à se placer. Puis en 1962, ce cadeau du ciel, cadeau empoisonné d'une certaine façon, mais néanmoins, le James Bond qui l'incarnera à jamais. Pour moi, de tous les James Bond, c'est le meilleur. Vous savez d'ailleurs que quand un nouveau James Bond doit être choisi, c'est bientôt le cas, on fait passer une audition qui est une scène de Sean Connery, car c'est ça la référence, Bon baiser de Russie, qui était son James Bond préféré. On prend une de ces scènes-là et on dit à l'acteur, c'est ce qu'on avait fait à Daniel Craig,
bon, comment tu le ferais toi? Et on compare avec le modèle Oui. Sir Sean Connery. Alors, en fait, un grand comédien, grand acteur qui nous quitte, effectivement. Puis ça nous rappelle plein de souvenirs. Et Son dont on peut flair. revoir les films, Oui, c'est quand même la chance qu'ont les acteurs, une forme d'éternité, parce que absolument, c'est une immortel. soixantaine de films, beaucoup de films importants aussi. Acteur immortel. Merci beaucoup, encore une fois, Michel Coulombe, d'avoir C'est été un avec nous plaisir. cet après-midi. Merci.